Alors bonjour à tous, moi c'est Aurore, une Française expatriée aux États-Unis depuis décembre 2016. Si vous ne me connaissez pas encore mais que la vie aux États-Unis vous intéresse, enfin le point de vue en tout cas d'une Française qui vit aux États-Unis vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, je partage sur pas mal de sujets. Je parle de finances, d'expatriation en général, des démarches administratives. Et d'ailleurs, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet très compliqué puisque je l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo, administrativement ça a été la passe la plus compliquée de notre vie. Il s'agit en fait de la carte verte. Donc je vais vous parler de notre situation parce que je sais qu'il existe différents moyens de remplir ce dossier de carte verte. Donc je vais vous parler vraiment de notre situation parce qu'en ce qui concerne les autres options possibles, je ne les connais tout simplement pas. C'est déjà très compliqué de gérer notre dossier à nous, alors les autres possibilités, je suis juste pas assez calée sur le sujet pour vous en parler, voilà tout simplement. Je vais faire en fait plusieurs parties, je vais vous parler du temps qu'il a fallu pour qu'on constitue le dossier, je vais vous parler du prix, bien évidemment, vous donner le total, pas de souci. Je vais vous parler des différents formulaires qu'on a dû remplir, vraiment tout ça, toutes les informations en fait dont vous pourriez avoir besoin. Il s'agira d'une première partie de vidéo sur la carte verte, j'en ferai une deuxième. Donc première partie parce que si vous avez suivi, on a rendu le dossier complet pour la carte verte le mois dernier, ou alors il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a encore 2 petites étapes à passer. Il s'agit en fait de la visite médicale et de l'entretien avec un officier consulaire où normalement on serait accompagné par un de nos avocats. Je vais faire cette vidéo en 2 parties parce que là j'ai déjà énormément de choses à vous dire et que les 2 prochaines étapes on ne les a pas encore passées, mais le dossier est complet. Il s'agit vraiment de démarches physiques en fait, médecin, officier pour un entretien. Donc ça ce sera l'objet d'une deuxième vidéo dès que on aura passé tout ça. En attendant, aujourd'hui je vous parle des démarches purement administratives en partant du début. Je vais commencer tout d'abord pour le temps de constitution du dossier, pour que vous ayez une petite idée. On a commencé à remplir tout ça au mois de novembre et comme je vous dis, on l'a rendu il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Disons que ça a pris 6 mois donc, entre le jour où on a commencé à constituer le dossier, le tout début des démarches, jusqu'à la toute fin quand on a envoyé le dossier complet, donné le restant d'argent qu'on devait pour certains formulaires qu'on a dû remplir là sur la fin. 6 mois, c'est quand même énorme pour des démarches administratives, d'autant qu'on n'a pas du tout fait. Les avocats étaient là aussi pour faire certaines choses, mais on a dû quand même fournir un nombre impressionnant d'informations, de documents, on a dû faire traduire des documents. Je vais y revenir, ce sera dans les frais aussi pour vous dire un petit peu le prix de tout ça. Et donc une première phase de documentation a été requise avant en fait de se lancer vraiment dans les formulaires à proprement parler pour la carte verte et tous les documents administratifs qu'il a fallu leur fournir. On a eu une phase rassemblement des preuves en fait, puisqu'on obtient une carte verte au mérite et il a fallu fournir plusieurs preuves qui allaient démontrer que notre dossier allait être acceptable et donc l'avocat nous a fait la liste officielle de ce qu'il fallait pour justement obtenir cette carte verte au mérite. Et notre situation, pourquoi la carte verte au mérite? Parce que mon mari est scientifique et en fait de par son parcours et ce qu'il a accompli déjà professionnellement, c'est quelque chose qui nous est possible, mais à la base l'université avait proposé qu'on passe au visa H1B pour mon mari et j'aurais eu donc le visa conjoint qui est lié à celui-ci. Le problème étant qu'avec ce visa, on aurait pu appliquer à la carte verte, de ce que je comprends peut-être un peu plus facilement, constituer un dossier mais donc pas forcément au mérite de ce que j'ai compris, mais avec ce visa, le conjoint, donc moi-même, ne peut plus travailler. Donc en fait pendant à peu près 2 ans, en attendant les démarches, la carte verte, tout ça, je me serais retrouvée sans avoir le droit de travailler alors que comme vous le savez, je suis manager dans un cinéma, donc ça nous a semblé compliqué. On a donc décidé de rester sur le visa J1 pour mon mari, J2 pour moi. Donc mon permis de travail comme d'habitude a été prolongé pour 2 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire comme ça et on a donc demandé la carte verte au mérite à la place, sachant que dans tous les cas l'université n'aurait pas participé aux frais. Elle nous a un peu poussé et trouvé d'ailleurs guidé vers un avocat à faire la carte verte parce que mon mari a eu une proposition d'un nouveau poste qu'il peut avoir seulement s'il est résident. Il y a des postes comme ça aux États-Unis où il faut être résident pour pouvoir y avoir accès et ça va signifier donc une augmentation de salaire d'environ 20 à 30 000 $ par an. Voilà l'importance d'avoir la carte verte pour nous et aussi parce que la carte verte, la green card donc, c'est en fait la résidence tout simplement aux États-Unis, donc on sera plus embêté avec les visas, avec le besoin de repasser par l'ambassade à Paris à chaque fois qu'on veut sortir du territoire américain et de donc évidemment devoir repayer,
repasser le rendez-vous, voilà, il faut attendre, il faut refaire un dossier complet sur internet, enfin c'est juste trop de problèmes pour pouvoir sortir des États-Unis. La carte verte va vraiment nous faciliter la vie. Et l'avantage aussi, c'est qu'après 5 ans sur le territoire avec la carte verte, donc la résidence, on peut ensuite demander, si on le souhaite, la citoyenneté américaine, chose qu'on fera sûrement, et d'ailleurs que je documenterai aussi quand le temps viendra évidemment. Juste pour vous donner une petite idée du pourquoi la carte verte est essentielle dans notre cas. Pour la promotion de mon mari, mais aussi parce que on veut être libre de nos mouvements, pouvoir sortir des États-Unis sans devoir repasser par l'ambassade des États-Unis en France pour refaire le visa continuellement, puisque le visa expire généralement tous les ans et est renouvelé, donc c'est assez compliqué. Donc le dossier de carte verte au mérite, donc on appelle ça le EB2. Tout ce que ça signifie, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est que ça va être au mérite, et donc la première chose que les avocats ont fait avant de lancer la procédure vraiment et de nous partager les frais, enfin de nous envoyer en fait la facture tout simplement, et de vraiment nous dire qu'ils commençaient le dossier avec nous, ils ont d'abord eu un entretien préalable avec moi-même et mon mari et lui ont demandé ce qu'il avait en fait dans la liste de preuves qui sont acceptables pour voir si le dossier au mérite était faisable, ce qui a été le cas. Donc après on a reçu le mail présentant en fait toutes les conditions pour pouvoir obtenir cette carte verte au mérite via donc ce qui s'appelle le EB2. De ces critères découle en fait un nombre assez important de documents qu'il faut fournir pour pouvoir prouver tout ça évidemment, et donc je vais vous donner tout de suite la liste de ces documents pour vous donner un petit peu une idée à quel point en fait c'était quand même déjà rien que ça un long moment de constitution de preuves et de documents et de plein de choses. Alors tout d'abord, première chose, il y avait un questionnaire d'informations détaillées à remplir. Donc là mon mari ne devait pas copier sur son CV, c'était bien précisé d'apporter le plus de détails possible, mais ne surtout pas copier-coller le CV parce que le CV est aussi demandé après, vous allez voir. Et en fait cette espèce de mini dissertation sur son expérience, ce qu'il a accompli, tout ça va servir aux avocats à rédiger une lettre de support pour le dossier. Donc c'est très très important, la lettre va être rédigée par les avocats, mais mon mari devait vraiment mettre le maximum d'informations possible pour justifier notre demande. La deuxième chose, c'est donc le CV qui doit évidemment être mis à jour et détaillé le plus possible. La troisième chose, ce sont les lettres de recommandation. Alors ils nous ont conseillé d'en envoyer 6 à 10, grand minimum, il fallait surtout pas moins que ça. Et ces lettres de recommandation doivent être accompagnées du CV des personnes qui les écrivent pour justifier en fait de leurs compétences en la matière. Donc en fait il faut que ce soit des experts qui écrivent ces lettres. Donc mon mari a contacté des professeurs qu'il a eu l'occasion de rencontrer ou avec qui il a eu l'occasion de travailler, des scientifiques, des personnes en fait qui le connaissent peut-être pas complètement personnellement lui, mais qui connaissent en fait son travail et peuvent écrire des lettres le recommandant concernant son travail scientifique. Donc il faut que ce soit des experts en la matière. L'intérêt en fait d'ajouter leur CV pour prouver de leurs compétences. Donc ça c'était assez long à obtenir parce qu'il faut contacter évidemment plusieurs experts en la matière, obtenir leur accord et le temps évidemment après qu'ils écrivent cette lettre qui devait faire quand même plus d'une page à chaque fois. Fallait quand même que ce soit très détaillé, il fallait pas simplement 5 lignes, voilà. Et selon un modèle qui nous avait été envoyé par les avocats. Donc voilà, c'était quand même demander à des personnes de travailler un petit peu sur notre dossier, donc ça a mis du temps rien que pour ça, et en fait on n'atteignait pas la phase suivante avant d'avoir fourni tous ces documents-là. Ça a été une phase assez longue. Ensuite, il faut la preuve de l'importance du sujet de recherche, c'est la quatrième chose. Donc en fait prouver que le sujet de recherche présente un intérêt pour la nation et que l'obtention donc de la résidence va être bénéfique en quelque sorte pour les États-Unis. Donc là on peut prouver ça en donnant par exemple les articles dans les journaux qui ont été publiés par mon mari ou tout autre document en fait qui montre l'intérêt de ces recherches en général, comme une apparition dans les médias ou des études gouvernementales qui montrent l'importance du sujet, voilà, ce genre de choses. Donc quand même assez... Ensuite je vais lire parce que ça devient compliqué. Donc on a la preuve de l'obtention de bourses ou de récompenses en lien avec le sujet, la preuve de publication en lien avec les recherches, que ce soit dans des articles publiés ou acceptés, des livres ou toute documentation en lien avec des conférences, ce genre de choses. Donc là on a pu envoyer chaque publication de mon mari, voilà, il en a fait déjà quand même pas mal, parfois aux États-Unis il en publie 5, 6 voire 7 par an. Donc à son actif il en a quand même beaucoup, bien plus que ce qui était requis en tout cas. Les publications ne suffisent pas, il faut aussi la preuve de citation par des experts. Donc en chimie, les scientifiques en général ont un profil Google Scholar qui lit en fait toutes leurs publications faites dans les journaux, et en fait les autres experts, les autres scientifiques qui se servent de ces publications et les citent en fait, ça prouve que la publication a un intérêt, comporte un intérêt pour les experts du même domaine, et il fallait donc qu'il ait un certain nombre de citations, et là encore il les dépassait, donc c'était pas un souci du tout. Ensuite on a aussi la preuve d'avoir déjà dû, ça s'appelle pas corriger, mais c'est quand
un scientifique doit relire en fait la publication d'un autre scientifique avant qu'elle soit publiée, une sorte de double validation, voilà, la validation ou pendant une conférence, peu importe. Mon mari a déjà fait ça aussi, il a déjà dû vérifier le travail d'un autre scientifique avant la publication. C'est quelque chose qu'ils font en science assez souvent, voire même tout le temps. Ensuite, la preuve de qualification unique, spéciale ou n'importe quelle certification. Ensuite, il fallait tout autre document qui pourrait appuyer la demande, par exemple des brevets ou d'éventuelles autres inventions, n'importe quel document possiblement à joindre. Donc mon mari a réalisé son premier brevet aux États-Unis, ce qui a fortement aussi appuyé sur la demande, donc c'était franchement parfait de ce côté-là. Et ensuite, tous les documents d'immigration intégrés, évidemment, visa, passeport, etc., j'en passe. Et les documents en lien avec l'éducation, bien sûr, donc il précise bien le PhD, donc égale le doctorat à joindre, et en fait à faire traduire et donc obtenir aussi l'équivalence pour les États-Unis quand le diplôme est étranger. Étant donné que mon mari a obtenu son doctorat en France, on a dû faire l'équivalence. Il y a un traducteur qui a été recommandé par les avocats qui peut aussi certifier donc et pas seulement traduire. Ensuite, on peut aussi ajouter d'autres documentations pour les personnes en lien avec la médecine, comme par exemple une licence médicale, ce qui n'est pas le cas ici puisque mon mari est chimiste et non docteur. Et ensuite, bien évidemment, le chèque pour USCIS, l'endroit où on envoie les chèques quand on fait un dossier pour la carte verte ou même pour le permis de travail, ce genre de choses. Donc c'est tout ce qu'il a fallu pour pouvoir se qualifier à l'EB2, qui est la demande de carte verte avec l'aide d'un avocat. Mais en fait, pour une carte verte, il faut toujours passer tout ça avec un avocat. C'est bien plus recommandé vu ce que ça coûte et vu tous les documents à mettre ensemble. L'avocat est essentiel. Alors autant le permis de travail, ça je l'avais demandé sans l'aide d'avocat, c'était gérable. La carte verte, c'est bien trop compliqué, une procédure bien trop longue qui requiert vraiment un avocat. Après avoir apporté toutes les preuves de la carte verte au mérite, on a donc dû commencer tous ces formulaires en ligne. Et là encore, c'était un nombre incalculable d'informations. Et il s'avère qu'au mois de février, un nouveau formulaire a été exigé. Je vais vous le définir un petit peu plus, qui concerne en fait tout ce qui est finance, credit score, investissement, enfin en fait la situation financière des demandeurs de carte verte. Donc un formulaire supplémentaire qu'on a dû aussi payer, je crois qu'il était à 1200 $ parce que oui, chaque formulaire est payant, ce qui explique un coût exorbitant pour la carte verte puisqu'il y a les frais des avocats et les frais de chaque formulaire, dont certains s'élèvent entre 1000 et 1200 $ par formulaire et il y en a pas mal. On en arrive au prix. Alors vous vous rappelez que l'expatriation en elle-même nous a coûté 16 000 $ quand on est arrivé ici dans un premier temps. J'ai fait dans ma toute première vidéo sur cette chaîne en fait le récapitulatif de tout ça. Et ben aujourd'hui, disons qu'on a dû encore une fois débourser cette même somme pour la carte verte, puisqu'entre les frais d'avocat, les frais pour les formulaires et les frais de traduction, sachant qu'on n'a pas encore payé les frais du médecin de l'immigration, donc je vais vous donner en fait là tous les frais sans le médecin de l'immigration, mais au total je crois qu'on doit s'approcher des 16 000 $, j'en suis quasiment certaine. Alors voyons voir. Là encore une fois je vais lire parce que j'ai tout sous les yeux, donc voilà. Donc on a les frais plus liés aux avocats donc, qui sont pour le formulaire I-140 de 6 000 $, pour le formulaire I-485 de 2600 $, donc ça c'est pour le J1 mon mari. Pour le formulaire I-485, mais cette fois-ci le mien, l'épouse, 1200 $, ce qui fait un total de 9800 $. Ensuite on a les frais du gouvernement, donc je vous ai dit pour chaque formulaire on doit envoyer un chèque, un money order à USCIS, et pour le form I-140 c'était 700 $, pour le form I-485 pour mon mari c'était 1225 et pour le mien c'était 1225 également. Ensuite on a eu des documents à faire traduire, alors je me souviens plus de la somme exacte, ça doit faire presque aux alentours de 500 $. Je vous ai dit, on a eu le nouveau formulaire à remplir, donc qui est un nouveau formulaire requis depuis fin février 2020, on n'a pas de chance là pour le coup. Il s'agit du I-944 qui nous a coûté, donc les avocats nous ont pris aux alentours de 1100 $ et le formulaire a coûté 1200 $ également, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà, si on fait le cumul de tout qui a été prélevé de nos comptes bancaires, pour sûr, pour l'instant, ça dépasse un petit peu les 15 000 $. Donc maintenant, pour parler des différents formulaires et des différents documents qu'on a dû envoyer, je vais pas entrer dans le détail parce que je sais pas si ça va vous intéresser plus que ça, mais le nouveau formulaire requis depuis février 2020, donc on va commencer par celui-là qui est le I-944. Je vais prendre l'email en question tout simplement pour vous décrire un petit peu plus précisément ça. Donc le I-944, c'est un nouveau document requis pour la carte verte sans lequel de toute façon le dossier ne peut pas être envoyé désormais. Il faut envoyer tous les documents financiers, que ce soit le credit score. Donc le credit score, je vous en parle dans une autre vidéo, je vous invite à aller voir si vous voulez savoir ce
que c'est si vous ne savez pas encore. Les documents en rapport avec l'IRS, l'International Revenue Service, qui est en fait l'équivalent du centre des impôts en France. Il faut aussi le W2 qui est notre formulaire en lien avec les impôts reçus tous les ans. Donc encore une fois, les papiers en fait en lien avec les impôts. Il fallait aussi prouver de notre coverage. On est en fait couvert par une assurance santé. On a dû envoyer tous les statements, je sais plus comment on dit ça en français, mais oui voilà, tous les relevés bancaires qu'on reçoit mensuellement par tous les comptes en banque qu'on possède, que ce soit les comptes retraite, courant, épargne, investissement, tout ce qu'on a en fait, et démontrer de ce qu'on a en possession matérielle. Alors nous par exemple on est en location, on n'a pu rien mettre d'immobilier, mais par exemple les voitures, simple petit détail comme ça, et il a fallu mettre aussi les crédits, donc on a une des deux voitures qui est pour moitié financée par un crédit. On a dû dire ça aussi, mais en fait il vérifie quand même l'état de vos finances, et plus c'est en meilleure position on va dire, meilleur ce sera pour votre dossier. Et le credit score évidemment, c'est pour la raison aussi pour laquelle il faut y faire très attention dès le début, c'est qu'il faut qu'il soit bon pour démontrer quand même une capacité à gérer son argent et donc avoir plus de chances d'être accepté au cas où vous demandez la carte verte un jour. Voilà, et si quelqu'un a déjà fait banqueroute, il faut mettre aussi les preuves. Alors là autant dire que c'est pas bon du tout, donc heureusement on n'a jamais connu ce genre de choses, mais voilà, il voulait en gros le descriptif de toute notre vie, toutes nos finances et la preuve de tout ça en document. Ensuite, je vais lire là encore une fois parce qu'il y a tellement de choses que je suis pas sûre, je veux vraiment faire attention de tout vous dire. Donc le mail que les avocats nous ont envoyé une fois qu'on a donné tout ce que je vous ai déjà dit juste avant, on a eu en fait tout un lot de documents qu'on a dû donner, que ce soit certificat de naissance, le passeport et toutes les pages du passeport en fait, même les blanches. l'I-94, il y a en fait toutes vos entrées et sorties sur le territoire américain qui sont répertoriés dessus. La copie de tous les documents issus de l'immigration, donc que ce soit visa, DS 2019 qui est le papier qui va avec le visa quand on a un J1 et un J2 comme nous. L'autorisation de travail si c'est le cas, donc celle l'est pour moi, on a dû mettre ça aussi. Et toute autre documentation, voilà, donc on a dû envoyer globalement tous nos papiers d'immigration, tous nos papiers personnels, que ce soit les diplômes, donc universitaires. On a dû faire état de notre expérience professionnelle, donc toutes les professions qu'on a occupées les dernières années, donc ça c'est dans les formulaires qu'il fallait qu'on détaille absolument tout. On a dû aussi mettre les documents de mariage, et même si d'ailleurs vous avez des documents de divorce, un précédent divorce, peu importe, il faut vraiment tout mettre. Il faut aussi donc un extrait de casier judiciaire j'imagine, alors seulement si vous avez des offenses, le CV, même pour moi, les 6 derniers bulletins de salaire, que ce soit pour moi ou pour mon mari, et il précise enfin qu'il faudra faire un examen médical, donc passer devant un médecin de l'immigration, que c'est requis par les États-Unis si on souhaite devenir un résident permanent. Donc c'est quelque chose, comme je vous dis, qui fera l'objet d'une autre vidéo, d'une partie 2 sur la carte verte, le rendez-vous médical et l'entretien avec l'officier de l'immigration. J'ai hâte de passer tout ça, notamment parce que ça voudra dire qu'on s'approche enfin de la carte verte. Je vous ai présenté les formulaires vaguement. Je vous ai dit notamment le formulaire I-140, le formulaire I-485, que ce soit pour moi ou pour mon mari, le formulaire I-944 pour l'état de nos finances, etc. Et je sais qu'il y a eu d'autres noms de formulaires à remplir aussi, mais tout ça, je vais pas m'attarder spécifiquement sur tous les formulaires, c'est juste pour vous donner une idée globale. Voilà, je vous mettrai la liste à défaut, juste là, donc par point, tous les formulaires qu'il a fallu qu'on remplisse, parce qu'ils sont facilement accessibles en fait sur internet si vous voulez voir un petit peu comment ça se présente, ce qu'il a fallu qu'on entre comme information, mais globalement, dans tous ces formulaires là, il y a un résumé de notre vie tout entière, en passant par en gros la situation de nos parents, la nôtre, nos expériences professionnelles, nos diplômes, ce qu'on a fait de telle année à telle année, les allers-retours aux États-Unis, à quelle date on est entré, à quelle date on est sorti, tout le détail en fait de tout ça. Donc ça représente beaucoup de pages. Notre dossier faisait à la fin plus de 100 pages qui ont été imprimées et qui sont donc issues de tous ces formulaires-ci, en plus de tous les documents que je vous ai dit qu'il a fallu qu'on joigne aussi. Donc c'est un dossier quand même assez énorme, juste pour vous donner une idée de la situation en fait et de tout ça. Sachant que la partie formulaire finalement n'était peut-être pas la plus compliquée, la partie la plus longue aura vraiment été de regrouper toutes les informations pour prouver qu'on peut obtenir la carte verte au mérite, ce que je vous ai présenté dans la première partie de cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas du tout à me les poser, ce sera un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu et surtout ne vous a pas donné trop mal à la tête, n'hésitez pas à la liker. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que ce genre de vidéos sur les États-Unis vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.